La République démocratique du Congo entame un virage important pour la survie de la démocratie. 2016 se veut une année de haute sensibilité politique, car vous le savez, le président de la République achève ses mandats en novembre 2016. Et au terme de ces mandats, les Congolais s'attendent à des élections qui seront organisées par l'organe chargé d'organiser les élections dans le pays, la Commission électorale nationale indépendante. Début 2016, le doute plane encore sur la tenue de ces élections dans le pays. Que faire pour rester dans le strict respect de la Constitution en ce moment? Le point de vue de chaque Congolais compte. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir un Congolais qui nous vient de la France. Il vient, lui, apporter sa contribution dans l'avancement du débat. Le débat qui semble actuellement freiner le processus électoral, freiner toute idée de pouvoir continuer en restant dans le respect de la Constitution. Il s'appelle Frédéric Boyenga Bofala, président de l'Union pour la République, mouvement national. Bienvenue sur ce plateau spécial qui sera co-présenté avec Freddy Moulumba du groupe de presse Le Potentiel. Monsieur Freddy Moulumba, c'est à vous. Je donne la primeur de pouvoir poser la première question à monsieur Frédéric Boyenga. Monsieur Frédéric Boyenga Bofala, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un ancien enseignant à l'Université de Lille. Vous êtes juriste, docteur en droit international européen. Qu'est-ce qui vous amène à Kinshasa en ce moment? Vous êtes invité, vous venez vous promener. Pourquoi en ce moment? Parce que vous avez passé beaucoup de temps à l'étranger. Pourquoi en ce moment vous arrivez à Kinshasa? Merci, monsieur Kaboyi. Madame Kishita. Monsieur Kaboyi, je ne suis pas venu au pays en conquérant. Je suis venu en ma simple qualité du fils de la République démocratique du Congo et président de l'UNIR-MN. Et c'est à ce titre que je propose à la nation congolaise tout entière mon plan de sortie de cette crise qui se cristallise. Ce plan qui s'intitule « Comment sortir de l'impasse politique pour relancer et achever le processus démocratique et électoral en RDC ». L'objectif principal de ma présence au Congo, c'est d'expliquer à l'opinion nationale la signification et la portée de mon plan de sortie de crise. Je crois que c'est l'une de mes tâches d'expliquer pour mériter l'adhésion populaire, c'est-à-dire pour convaincre du bien fondé de ma démarche. Comme il s'agit de l'un des premiers actes que j'accomplirai dans ce rôle à l'intérieur des frontières nationales, spirituelles, physiques, géographiques et historiques de notre pays, je suis fier que cela soit ici, avec vous, dans cette immense ville de Kinshasa qui m'a vu grandir. C'est bien le moins que je dois à la République démocratique du Congo, à la RDC d'aujourd'hui, mais aussi au Congo-Zaïre de toujours, qui l'histoire, la géographie, la culture ont indissolublement lié à moi. Il y a quelque temps déjà, j'avais promu à la nation congolaise que j'interviendrais. Aussi, je suis venu au pays proposer à la classe politique congolaise et à la nation tout entière un nouveau modus vivendi politique autour du thème de l'intérêt supérieur de la nation. Thème qui devrait nous rassembler tous au-delà de nos clivages idéologiques. On entend ici et là tout le monde parler de l'unité nationale. C'est bien. Mais l'unité nationale, dans le contexte actuel, ne doit pas être un simple slogan qu'on clame. L'unité nationale ne se décrète pas, elle se construit.
Je pense que nous devons la construire autour d'un consensus sur quelques réformes essentielles et nécessaires pour sortir le pays de l'impasse politique, pour relancer et achever les processus démocratiques et électoraux. Ma démarche n'a qu'un seul objectif: sortir le pays de l'impasse. Mon objectif est d'éviter que la RDC ne sombre à nouveau dans les chaos, parce que cette fois, elle ne se relèvera pas. C'est pourquoi j'invite tous les Congolais à une réflexion approfondie sur les conséquences pour notre pays de cette crise qui se cristallise et de l'escalade de la violence. Le degré de malvoyance de certains leaders politiques sur certains enjeux est tel qu'il les empêche d'apercevoir la réalité du danger qui guette notre pays à l'horizon. Et ils soutiennent mordicus l'organisation dans la précipitation inconsidérée des élections dans le respect des délais constitutionnels. Non, nous ne pouvons pas aller aux élections crédibles dans les conditions qui prévalent actuellement dans notre pays. À moins que la RDC ne roule de nouveau vers la catastrophe, seul un accord politique crédible pourrait donc mettre fin à la crise, rétablir la confiance et la paix, relancer et achever les processus démocratiques. C'est pourquoi je demande que l'on prenne tous les problèmes à bras-le-corps et qu'ils soient réglés définitivement pour que l'impasse ne se transforme pas en conflagration. Le plus important, ce n'est pas l'affrontement pour dégager tel ou tel autre, mais notre capacité à apporter des réponses crédibles afin de mettre fin de manière responsable à la crise. Or, les conditions d'un pareil accord étant bien claires et bien connues, il est encore temps d'espérer. Cet accord, à mon sens, aurait pour premier objectif de définir les cadres dans lesquels l'actuel président pourra, à la fin de son mandat, s'inscrire dans les processus continus des refondations nationales initiées depuis 2001, pour enfin éviter que les pays ne plongent à nouveau dans le chaos. Je suis convaincu que l'actuel président a d'autres rôles aussi importants à jouer dans l'avenir. Plus précisément, je suis persuadé qu'avec l'expérience et les acquis de la fonction présidentielle, sa connaissance de certains dossiers très sensibles tels que le Grand Lac, il pourrait jouer un rôle et qu'il vaut donc mieux qu'il joue un rôle favorable, comme je le propose dans le cadre de ces plans. Sans nul doute, une pareille issue n'est pas du tout mûre aujourd'hui, à supposer qu'elle ne le devienne jamais. Mais j'estime nécessaire d'affirmer qu'à mes yeux, il n'en existe aucune autre qui soit consensuelle, sauf à condamner la RDC à des malheurs toujours grandissants. J'affirme que le seul moyen de mettre un terme à cette crise passe par la recherche d'un accord politique sur l'avenir de l'actuel président de la République et de ses successeurs dans la fonction présidentielle, et non par l'escalade de la violence. Seul un accord politique pourrait mettre fin à la crise, rétablir la confiance et la paix, relancer et achever les processus démocratiques en RDC. Pour arriver à cette conclusion, j'ai été amené à faire la synthèse entre ce qui est de l'ordre de l'inquiétude générale sur l'avenir du pays et ce qui est de l'ordre de l'inquiétude sur l'avancement du processus démocratique et électoral. Je ne pense pas que sur une question politique aussi importante que celle de l'avenir de notre pays, qu'il y ait des vainqueurs ou des vaincus. Sur ces points, je suis finalement et sans aucun doute plus admiratif de la réconciliation nationale que de la victoire. Si cette victoire signifie que des morts jonchent le terrain. Avec un souci de faire avancer les choses sur la base de quelques notables compromis non nuisibles à la nation congolaise, je souhaite qu'à la fin, tout le monde se retrouve dans un pays en paix. J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Notre pays est toujours fragile. Les menaces qui pèsent sur son existence demeurent. Nous devons être nous-mêmes conscients que notre meilleure arme, c'est notre unité. L'unité
de tous nos concitoyens face à toute épreuve. Et par-delà nos divergences, rien ne doit nous diviser, rien ne doit nous séparer. Les questions de révision ou de non-révision constitutionnelle, du rôle à l'avenir de l'actuel président dans la vie politique du pays ne doivent pas nous diviser. Seul compte l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Pour cela, nous devons faire preuve de réalisme, de largeur d'esprit, dans une démarche inclusive bien pesée et sensée, et de la prudence nécessaire. Alors, vous me direz, quelles orientations politiques et quelles sont les réformes à faire pour sortir de l'impasse politique et relancer et achever les processus démocratiques. Tel est, à mon sens, l'objet de notre entretien de ce jour, je pense. Très bien, Monsieur Frédéric Bofaya, nous avons suivi votre introduction, mais en clair, qu'est-ce que les Congolais qui vous suivent en ce moment peuvent retenir de votre arrivée à Kinshasa, puisque ça fait quand même beaucoup de temps que vous n'êtes plus revenu au pays, vous-même et votre parti, pas très connu du grand public, je veux dire des Congolais. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Pourquoi en ce moment venir au Congo? Madame, permettez-moi un peu de répondre sur un aspect de votre question. Si mon parti, bien entendu, n'est pas reconnu, mais qui est un parti légalement installé, c'est parce que je n'ai jamais voulu œuvrer dans la théâtralité. Je ne fais pas la politique pour moi, madame. Je fais pour mon pays. C'est pour cela que je lance un défi à quiconque. Mon parti qui n'est pas connu est le seul parti qui propose des solutions, que ce soit à la communauté internationale ou à la nation, pour son espérance, que ce soit la crise des Grands Lacs, que ce soit les problèmes institutionnels ou constitutionnels. Je n'ai vu aucun parti qui a proposé comme mon parti. Mais je ne suis pas venu aujourd'hui dans mon pays pour essayer de me poser avec d'autres partis frères au Congo. Mais je suis venu, madame, pour présenter ces plans de sortie des crises. Et vous me direz, qu'est-ce que les Congolais vont retenir? Et je vous réponds. Vous commencez par la question de la révision constitutionnelle, l'article 220, alors que c'est la question qui vise le Congolais. Pourquoi commencer par ça? Monsieur Kaboyi, j'ai commencé à donner mon point de vue de juriste sur cette question parce que c'est cette question qui est à la base de l'impasse dans laquelle le pays est aujourd'hui. Tout a commencé par cette question de la révision constitutionnelle, de l'article 220. Je pense que je vais vous donner une réponse en juriste. Pour les juristes qui connaissent les mécanismes du contentieux constitutionnel, il n'existe nulle part le principe de l'immutabilité constitutionnelle absolue. Il n'y a aucune constitution au monde qui ne peut pas faire l'objet d'une révision. Aucune. On peut toujours proposer telle ou telle constitution, peut-être révisée au-delà de tel délai, mais toutes ces déclarations-là, comme les grands juristes de l'époque que j'ai cités dans mon ouvrage, vous disent ce ne sont que des déclarations politiques qui n'engagent pas, par exemple, les constitutions de l'avenir. C'est-à-dire, les constituants d'aujourd'hui ne peuvent pas engager les constituants pour l'avenir. L'article 220, c'est vrai, ne concerne pas simplement la durée et le nombre de mandats du président. Ça, ce n'est qu'une stipulation de cet article 220. Vous savez, monsieur Kaboyi,